Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'entreprise, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire le très grand plaisir que j'ai à vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ces premières assises de la filière des industries de sécurité qui réunissent pour la toute première fois l'ensemble des acteurs du secteur sous l'égide du comité de la filière des industries de sécurité, le COFIS. Lors du comité de filière du 1er décembre dernier, nous avions souhaité organiser cet événement absolument inédit pour marquer la solidarité de tous les acteurs concernés, publics comme privés, et ce, quelle que soit leur taille. L'objectif était de contribuer à créer une véritable filière avec l'esprit, la culture, l'identité commune à l'ensemble des acteurs de cette filière et qui constitue comme autant d'atouts de développement. Depuis 2013, année de l'installation du COFIS, nous avons parcouru ensemble un chemin très important. De nombreux progrès ont été réalisés qui ont rendu possible l'émergence et l'affirmation de la filière industrielle française de sécurité dans l'ensemble de ses composantes. Néanmoins, celle-ci, bien que forte et innovante, reste encore beaucoup trop atomisée entre de nombreux secteurs et jusqu'à présent, cet éclatement n'a pas permis à la filière d'imposer une image commune, de développer autant que nous aurions pu le souhaiter ensemble son rayonnement, ce qui, bien entendu, ne permet pas à cette filière d'étendre autant qu'elle pourrait le souhaiter son influence. Notre objectif d'aujourd'hui est donc de remettre la filière industrielle au cœur de la réflexion collective, surtout dans le contexte actuel où le niveau de la menace terroriste est extrêmement élevé. Je veux d'ailleurs profiter de votre présence à toutes et toutes ici pour vous remercier très sincèrement, pour ceux d'entre vous qui êtes les plus impliqués, pour votre engagement dans la lutte contre le terrorisme à travers les technologies et les savoir-faire que vous développez, vous redire la mobilisation extrême du ministère de l'Intérieur pour faire face à cette menace et vous redire à quel point cette menace est forte, plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Depuis le début de l'année 2016, ce sont désormais plus de 300 personnes que nous avons arrêtées et pour beaucoup d'entre elles, mis en examen et incarcérées ou placées sous contrôle judiciaire parce qu'elles étaient en lien avec des acteurs ou des filières désireux de nous frapper sur le territoire national. Ces 300 arrestations ont permis de mettre hors d'état de nuire des individus qui procédaient au recrutement de certains de nos ressortissants, souvent parmi les plus jeunes, en vue de les engager sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie. D'autres étaient partis sur le théâtre de ces opérations et sont revenus, représentant ainsi pour la sécurité du territoire un risque considérable. Enfin, il y a ceux qui, velléitaires, sont sensibles à la propagande diffusée par Daesh, notamment sur Internet, et communiquent entre eux par des moyens cryptés, chiffrés, et sont prêts à commettre des actes criminels par tout moyen, y compris parfois par des moyens très rudimentaires, comme l'a montré l'arrestation de ces 3 jeunes femmes au moment précisément où elles s'apprêtaient à passer à l'acte à Bussy-Saint-Antoine, il y a de cela une dizaine de jours. Et ce matin même, il y a quelques heures à peine, nous avons encore procédé à l'arrestation de 4 individus sur le territoire national au terme d'enquêtes qui témoignaient de leur niveau d'engagement dans des opérations à caractère terroriste. Donc je vous dis tout cela simplement pour que vous ayez bien à l'esprit que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, chacun dans leurs responsabilités, sont extrêmement mobilisés pour assurer la protection des Français dans un contexte plus difficile qu'il ne l'a jamais été, présentant à l'État une menace plus mouvante et aussi plus dissimulée qu'elle ne l'a jamais été, et obligeant
nos services de police et de renseignement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et malgré l'adaptation de nos effectifs, de nos crédits, de nos efforts, je ne peux pas vous garantir, par souci d'honnêteté, parce que la vérité dans la lutte contre le terrorisme est une exigence éthique et en même temps la condition de la résilience du pays face à la menace, qu'aucun attentat ne se produira plus malgré les efforts que nous faisons pour les éviter. Et je dois aussi à la vérité de vous dire que tous ceux qui laissent à penser qu'il suffirait de quelques initiatives, d'ailleurs souvent hasardeuses, pour éviter tout risque au pays, ne disent pas la vérité au pays sur la nature de la menace à laquelle il est confronté et sur les moyens qu'il conviendrait de mobiliser pour y faire face. Et comme la vérité n'est pas dite, un jour pourrait venir où on mesurerait le décalage qui existe entre la réalité et les faits, et à ce moment-là, c'est la capacité de résilience du pays qui s'en trouverait affaiblie et affectée. C'est la raison pour laquelle je souhaite aborder ces questions de la lutte contre le terrorisme avec, bien entendu, la mobilité intellectuelle, mentale qui doit toujours présider à l'action de l'État lorsqu'il doit s'adapter à une menace sans cesse mouvante, écouter, comprendre, modifier, réorganiser, adapter, mais ne jamais laisser à penser qu'il puisse exister des solutions simples auxquelles nul parmi vous ni parmi nous n'aurait pensé et qui pourraient résoudre la totalité des difficultés en garantissant la protection absolue du pays contre tout risque d'attentat. Encore une fois, je crois à la force de la rigueur intellectuelle, je crois à la nécessité du discours de vérité, par respect pour les Français et parce que c'est la condition de la résilience du pays. Je veux également indiquer ici devant vous que nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme si nous ne faisons pas les efforts qui doivent être faits pour renforcer nos moyens humains, technologiques, nos investissements, de telle sorte à être à la hauteur des défis qui se présentent à nous. Et là aussi, nous avons pris des décisions. Nous aurons, d'ici à la fin du quinquennat, recruté près de 9000 policiers gendarmes, parmi lesquels figurent bien entendu ceux qui, dans les services de renseignement, seront amenés à jouer un rôle déterminant pour assurer la protection du pays. Je sors à l'instant du CNAM, où je suis allé remettre les diplômes à ceux qui, au sein du CNAM, dans l'entité en charge de la préparation de nos services à la lutte antiterroriste, forment des analystes et des experts. Et j'ai été très heureux de constater, au moment où je remettais les diplômes, que beaucoup de ceux, pas quelques-uns, auxquels je remettais ces diplômes étaient déjà recrutés au sein de la DGSI et de la DGSE comme analystes, comme linguistes, de manière à aider nos services de renseignement à se hisser au niveau de compétences que l'on est en droit d'attendre d'eux face à la menace terroriste. Bien entendu, ces 9000 emplois ne compenseront pas les 13 000 qui ont été supprimés dans une période qui n'est pas si lointaine, mais en même temps, ils auront permis de rehausser le niveau de sécurité du pays en donnant à nos services les moyens humains dont ils avaient besoin. Je veux également insister, après certaines réflexions qui ont été rendues publiques, je pense notamment au rapport très intéressant de l'Institut Montaigne, sur le fait que ce que nous faisons en matière de rehaussement des moyens humains ne doit pas être dissocié de ce que nous faisons en matière de rehaussement des crédits dits hors T2 du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire des moyens d'investissement. Le pacte de sécurité de novembre 2015, comme le plan antiterroriste de janvier 2015, auront permis, mesdames et messieurs, d'investir près de 700 millions d'euros au total dans la modernisation de nos matériels, le renforcement de nos infrastructures et notamment de nos infrastructures informatiques. Je ne pense pas d'ailleurs que tout puisse se réduire aux investissements sur les infrastructures informatiques. Nous avons également alloué des sommes significatives à la modernisation des équipements des forces de sécurité. Je pense notamment aux quelques dizaines de millions d'euros que nous avons décidé d'engager au mois de novembre 2015 pour renforcer considérablement les armements, les équipements de protection des brigades anticriminalité et des PSIG de la gendarmerie.
Nous investissons donc dans la sécurité, nous lui donnons des moyens humains, nous lui donnons des moyens budgétaires, et ces moyens humains et ces moyens budgétaires doivent nous conduire à renforcer considérablement le lien qui existe entre les administrations régaliennes en charge de la protection des Français et le monde industriel, sans lequel nous n'avons aucune chance d'être efficaces face à la menace terroriste, parce que vous développez des technologies de pointe, des savoir-faire, sont adossés à vos entreprises et laboratoires de recherche, dont nous avons grandement besoin pour hisser notre pays au niveau de la menace. Aussi, je veux remercier les organisateurs de cette rencontre. Je salue, bien sûr, Jean-Paul Vermès, notre hôte. À la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, il a à cœur de défendre, de soutenir l'écosystème de la sécurité dans une région qui est absolument stratégique pour la filière. L'Île-de-France accueille déjà près de 45% des entreprises françaises de la filière, ce qui représente pour la région près de 64 000 emplois, ce qui est considérable. Je sais que vous souhaitez renforcer les relations entre la Chambre régionale et ses partenaires, et je veux vous dire que cette volonté est partagée par les acteurs et les métiers de la sécurité, aussi bien en Île-de-France que dans les autres régions, car c'est cela, et vous le savez mieux que quiconque, l'esprit de filière. Je pense par exemple à mon ami Gérard Collomb, qui je crois doit intervenir cet après-midi, qui s'est lui-même engagé avec beaucoup de détermination, dans le cadre de la métropole du Grand Lyon, dans cette voie du partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Il est à cet égard un acteur important de la sécurité dans l'agglomération lyonnaise et reconnu comme tel. La région Rhône-Alpes-Auvergne est d'ailleurs un pôle majeur en termes de sécurité qui se situe au second rang des régions puisqu'elle accueille 13,5% des entreprises françaises liées à la sécurité, ce qui représente là aussi un nombre d'emplois extrêmement significatif puisqu'il doit tangenter les 15 000 emplois. D'une manière générale, les collectivités territoriales attendent beaucoup de ce secteur pour le développement de leur entreprise locale. Un effort particulier doit donc être fait en ce sens, avec également la mobilisation du monde de la recherche et du monde des opérateurs locaux. C'est là un objectif poursuivi par les investissements d'avenir créés partout en France des territoires d'innovation. On ne dira jamais assez, les start-up, les PME, les ETI sont les véritables forces vives de la filière. Elles ont aussi besoin de cet effort de cohérence, réunissant l'ensemble des acteurs. Elles attendent beaucoup de l'État pour investir, innover et se développer dans cette filière d'avenir. Le ministère de l'Intérieur, partenaire naturel des collectivités, entend bien assumer ce rôle en lien avec les services du Premier ministre et le ministère de l'Économie et des Finances. Et je signerai d'ailleurs bientôt un partenariat avec le pôle de compétitivité SAF d'Aix-en-Provence pour resserrer l'action entre l'État régulateur, l'État acheteur et les entreprises qui développent et qui produisent. Évoquée dans plusieurs livres blancs, la sécurité n'a en réalité jamais bénéficié d'une véritable politique industrielle globale revendiquée et assumée par l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs publics en tant que tels. Récemment, l'étude réalisée sur le marché et les acteurs de la filière a fait ressortir les mutations en cours, mais aussi les opportunités à saisir. À cet égard, je veux rappeler quelques chiffres particulièrement significatifs et qui sont emblématiques, je le crois, des enjeux qui vous rassemblent aujourd'hui. Les secteurs industriels et marchands totalisent à eux seuls 30 milliards de chiffre d'affaires en 2013 et emploient 302 000 personnes. De surcroît, d'ici à 2020, les perspectives de croissance sont de 5% par an pour l'ensemble de la filière, c'est considérable, de 6% pour son cœur industriel et de 8 à 19%, vous imaginez un peu l'importance de ces chiffres, pour la dizaine de segments qui tirent la croissance de la filière. Le seul secteur industriel regroupe aujourd'hui 125 000 emplois pour 21 milliards de chiffre d'affaires, dont la moitié est réalisée à l'exportation, ce qui n'est pas non plus neutre dans la réflexion collective que nous devons engager, parce que c'est là une extraordinaire occasion de faire rayonner la France à l'international et de contribuer au rétablissement
de nos comptes. J'ajoute que la France compte plusieurs leaders mondiaux de la sécurité, et ce, dans des secteurs qui sont des secteurs de pointe. Moi-même, j'ai décidé de me battre avec le ministère de l'économie et des finances, non pas contre lui, mais avec lui, que les choses soient claires, pour que vous avez compris que je n'ai plus aucune raison de me battre avec le ministère de l'économie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'accorde tous les budgets dont j'ai besoin. Je vois dans vos sourires des arrière-pensées qui n'existent pas derrière cette tribune. Et donc, je me bats avec le ministère de l'économie, comme je l'ai fait d'ailleurs par le passé, pour que les choses soient claires, pour que ces champions restent sur notre territoire, en dépit des changements d'actionnaires. C'est là un enjeu fondamental de souveraineté, mais aussi de défense et de promotion de l'emploi qualifié en France. Et je ne veux pas que de belles entreprises françaises qui relèvent du secteur de la sécurité, innovantes, puissent se délocaliser, ne serait-ce que partiellement. Certes, parfois il faut savoir s'implanter sur d'autres continents pour conquérir des marchés, mais le patrimoine et la richesse d'une entreprise, ce sont avant tout les femmes et les hommes qui la font vivre, les entrepreneurs, les chercheurs, leur savoir-faire collectif et individuel. Et je tiens à ce que ce patrimoine et cette richesse, bien entendu, puisse rester en France. Et notre ambition doit consister à faire de l'industrie française de sécurité un poids lourd de notre puissance économique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a, je le crois, deux urgences pour notre filière. Tout d'abord, c'est le développement de nos PME et de nos start-up. Nous manquons d'ETI en France, notamment en raison de la faiblesse des capitaux disponibles pour le développement. Nous devons impérativement remédier à cette situation, car il n'est pas acceptable que de jeunes entrepreneurs soient tentés de partir à l'étranger pour réaliser leurs projets, faute de pouvoir accéder au financement. Avec l'aide de la BPI, celle des grands groupes ici présents, celle de PME d'investissement privé, nous devons offrir des outils de financement qui soient efficaces et qui permettent d'assurer le développement durable de nos entreprises, et des initiatives vont être prises en ce sens. La deuxième urgence est la conquête des marchés étrangers. L'export est en effet un enjeu central qui engage la vitalité même de la filière. Celle-ci réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'exportation. C'est déjà beaucoup, mais nous pouvons et nous devons faire beaucoup mieux. Régulièrement, lorsque je rencontre mes homologues étrangers, il ne manque pas de faire l'éloge de nos savoir-faire techniques et de nos savoir-faire opérationnels. Les événements de ces derniers mois l'ont une fois de plus démontré. Nos moyens sont efficaces, notre technologie peut clairement faire la différence en cas de crise. Le ministère de l'Intérieur va donc soutenir les démarches visant à exporter notre production, notamment avec l'appui des attachés de sécurité intérieure en poste, dans les ambassades et dans les consulats. N'hésitez pas à les solliciter. Ils peuvent contribuer à vous accompagner dans vos démarches, et la direction de la coopération internationale est également là pour vous soutenir et vous accompagner dans vos initiatives, comme la délégation ministérielle aux industries de sécurité. Aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième feuille de route du COFIS pour la période 2016-2017. Dès lors, ces premières assises reprennent les objectifs que nous avions fixés avec Emmanuel Macron à l'occasion de la réunion du COFIS du 1er décembre dernier. 4 axes structurants avaient alors été définis par nous-mêmes pour mieux répondre à la concurrence américaine, israélienne ou chinoise, qui est, vous le savez, particulièrement virulente. Premier axe, mieux faire connaître notre savoir-faire en matière d'industrie de sécurité. Je pense bien sûr, comme je l'ai dit, à la valorisation des PME et des acteurs locaux de la filière. Soutenir le développement d'une offre innovante adaptée aux défis actuels. Développer une base industrielle de sécurité la plus large et la plus forte possible. Enfin, aider les acteurs à accéder aux marchés nationaux et internationaux. Nous progressons donc. Et la sécurité a ainsi été intégrée parmi les priorités du 3e programme d'investissement d'avenir, le PIA 3. J'ai moi-même obtenu du président de la République et du commissaire général à l'investissement que la sécurité constitue une thématique à part entière dans le futur PIA, et je veux à cet égard remercier chaleureusement Louis Schweitzer, qui a pris sans attendre la décision de lancer un appel à projets spécifiques, et ce, dès le mois d'octobre,
dans le cadre des projets industriels d'avenir du deuxième programme d'investissement d'avenir. Cet appel à projet sera, je le crois, très bientôt publié et j'espère que nous recevrons des propositions concrètes, compétitives, d'un excellent niveau d'innovation et qui associeront l'ensemble des acteurs concernés. Les axes qui ont été retenus portent sur des sujets majeurs pour la sécurité de la nation. L'identité numérique, la cybersécurité des systèmes industriels, la protection des sites, le big data de sécurité maritime. Désormais, c'est à vous de faire des propositions pour que nous puissions, dans le cadre de ces appels à projets, et aussi dans le cadre des projets industriels que vous pouvez conduire, agir et avancer ensemble. Je veux d'ailleurs rappeler que ces financements directs et ces avances remboursables contribuent non seulement à renforcer la compétitivité de nos filières stratégiques, je pense à nos PME et à nos ETI, mais aussi à favoriser le développement et l'industrialisation de produits innovants à très fort potentiel économique en termes d'emploi. Ils peuvent s'inscrire dans des démarches collectives, dans des démarches qui soient ancrées dans les territoires. À cet égard, il est absolument indispensable, et j'insiste vraiment sur ce point, d'y associer autant que faire se peut le monde de la recherche, le monde des universités, les plateformes technologiques, parce que c'est la relation entre les industries et l'ensemble de ces acteurs qui est de nature à constituer des clusters dynamiques, à alimenter des pôles de compétitivité dans la durée et à faire en sorte que notre pays trouve par son avance technologique des raisons ou des occasions de compétitivité supplémentaires. L'étude de 2015 identifie une dizaine de segments tirant la croissance de la filière et 3 secteurs pouvant créer plus de 50 000 emplois d'ici 2020. Les systèmes et produits, la cybersécurité et les services, et tout en restant prudents dans les prévisions, nous ne devons négliger aucune piste de croissance, ni de création d'emplois qualifiés et pérennes. C'est la raison pour laquelle votre rôle est absolument décisif et le programme d'investissement d'avenir doit être l'occasion d'une montée en puissance collective. J'insiste aussi sur le point que nous devons rechercher ensemble les financements auprès de l'Europe, que ce soit dans le cadre du plan Juncker, du marché unique numérique, d'Horizon 2020 ou bien d'Eureka, et les conditions d'éligibilité et les dossiers de financement peuvent parfois paraître complexes et lourds, et je sais que certains candidats ont été parfois déçus ou lassés de devoir accomplir autant de formalités pour obtenir des subventions dont ils n'étaient pas sûrs d'ailleurs qu'à la fin elles leur seraient octroyées. Et je veux répondre ici que dans ce genre de procédure, il ne faut pas que vous hésitiez à solliciter les acteurs de l'État, dont la mission est de vous aider à faire aboutir vos projets. J'ajoute d'ailleurs que les fonds européens provenant de la contribution française au budget communautaire sont significatifs et qu'il serait regrettable que nous ne bénéficions pas d'un retour sur investissement. Je pense au programme Horizon 2020, doté de 370 millions d'euros pour la seule période 2016-2017, et couvrant tous les domaines de la protection des infrastructures critiques, de la sécurité et de la sécurité numérique. Le programme 2018-2019 en cours de préparation poursuivra dans cette direction en mettant l'accent sur la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité. Tout ceci nécessite au préalable d'établir un référentiel des besoins, des services, des grands acteurs de la sécurité, car il ne servirait à rien de structurer une filière d'excellence sans un retour d'informations du terrain. Il nous faut anticiper sur le besoin réel des forces de sécurité, mais aussi des grands opérateurs d'infrastructures, des grandes sociétés de sécurité privée, des collectivités territoriales. Grâce au COFIS, nous avons commencé à le faire et les besoins identifiés ont été pris en compte par le PIA et les programmes de l'Agence nationale pour la recherche. Nous devons approfondir, poursuivre, et à mes yeux, à l'heure où nous renforçons la fonction prospective au sein du ministère de l'Intérieur et où celui-ci organise ses grandes priorités pour l'horizon 2030, c'est là une dimension essentielle, stratégique, du travail collectif que nous avons à conduire ensemble. C'est ainsi que nous serons en mesure de calibrer efficacement nos futurs investissements pour être les premiers à proposer sur le marché des produits et des services compétitifs et pleinement adaptés à la demande des professionnels. Tel est l'esprit qui prévaut
au sein du ministère de l'Intérieur, et c'est la raison pour laquelle nous avons associé les industriels au retour d'expérience réalisés dans le cadre des attentats de 2015. C'est pour cette raison que j'ai confié à la délégation ministérielle aux industries de sécurité la mission de réaliser, en lien avec les directions générales, un deuxième plan de modernisation de la sécurité intérieure, prolongeant celui entrepris en 2013. Le premier plan avait permis d'allouer 108 millions d'euros. Le second proposera une cartographie des besoins des services jusqu'en 2021, ce qui permettra aux entreprises de mieux orienter leur activité. Il s'agit tout simplement de concilier le temps long, celui de la réflexion, avec le temps court, celui de l'action. J'ai eu l'occasion de le rappeler il y a quelques jours à l'ensemble des cadres du ministère de l'Intérieur réunis en séminaire. Le ministère de l'Intérieur ne doit pas être seulement le ministère de l'urgence. Même si j'ai pu constater au cours des derniers mois que dans ce ministère, l'urgence est souvent essentielle. Il est difficile dans la responsabilité qui est la mienne de se soustraire de l'urgence pour s'intéresser à d'autres sujets essentiels qui ne relèvent pas de l'urgence et qui sont des sujets stratégiques, notamment ceux qui nous rassemblent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire. Et nous nous dotons d'outils pour cela, pour que le ministère de l'Intérieur soit aussi celui de l'anticipation et de la prévention. Les menaces auxquelles nous sommes confrontés ne cessent de se transformer. La réalité mouvante à laquelle nous devons faire face nécessite une mise à jour permanente de nos cadres d'action collective et de réflexion, de telle sorte que nous puissions dès maintenant nous préparer à répondre aux grandes problématiques de sécurité qui bouleversent notre monde et bouleverseront peut-être encore davantage le monde de demain. Nous le savons désormais, nous sommes entrés dans une ère nouvelle d'incertitude qui appelle des dispositifs nouveaux, et pour ne pas subir ce que nous pouvons redouter, nous devons impérativement anticiper. J'avais eu l'occasion de vous réunir le 5 juillet dernier, pour certains d'entre vous, afin de vous remercier pour votre réactivité après les attentats. Je veux vous redire quels sont les domaines prioritaires. La protection et l'équipement des intervenants du ministère de l'Intérieur qui sont amenés sur le théâtre des opérations, avec beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid, à assurer la protection des Français. La cyberprotection des infrastructures et des systèmes qui concourent grandement à la résilience de la nation. Le développement des outils numériques permettant d'agréger, d'analyser une masse considérable d'informations disponibles dans nos fichiers, sur Internet, sur les réseaux sociaux ou bien dans l'open data. Autant de sujets compliqués, sensibles, qui nécessitent la mutualisation de nos efforts, de nos moyens et de nos intelligences. Par ailleurs, je vous annonce que dans les prochains jours, je signerai l'acte de naissance du volet industriel de la Garde nationale. Après le 13 novembre, vous aviez été nombreux à proposer de mettre votre expertise et vos ressources à la disposition des services de sécurité. Je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée d'être devant vous ce matin pour vous remercier très chaleureusement, du fond du cœur, pour l'engagement qui a été le vôtre dans cette période si difficile pour le pays, afin que nos administrations disposent des meilleurs procédés, des meilleures technologies, pour faire face, dans l'unité et l'indivisibilité de la République, à l'épreuve qui se présentait à nous. Nous avons décidé de mettre en place une task force industrielle qui constituera une véritable réserve citoyenne et qui interviendra dans un cadre juridique clairement défini. Car nous avons besoin grandement de vous. Je ne vois pas comment nous pourrions faire face à la menace terroriste si nous n'étions pas capables de mobiliser ces trésors d'ingéniosité, d'inventivité, de technologie que porte chacune de vos entreprises, grandes ou petites, qui elle-même est une pépite parfois dans des domaines d'intervention très ciblés, très particuliers, dont certains pays ne sont pas pourvus, et qui nous donne la possibilité d'affirmer ce qui est grandement utile pour une nation comme la nôtre, son avance et ses performances. Vous êtes donc, pour le ministère de l'Intérieur, et accessoirement pour le ministre,
un atout extrêmement précieux. Je dis accessoirement par le ministre, parce que les ministres passent, vous le savez. Et chaque jour qui passe me rapproche davantage du jour où quelqu'un me succédera. Et en disant cela, je ne dis rien de très précis. Et je dis simplement qu'il faut toujours avoir conscience de l'inéluctabilité de ce qui est inévitable. Sinon, vous pourriez vous interroger sur le déficit de lucidité de celui dont vous seriez légitime à considérer qu'il doit en avoir beaucoup de lucidité dans le contexte. Mais ce qui compte, c'est la permanence de l'État. Et ce qui compte sur les sujets aussi stratégiques, c'est qu'un ministre puisse, par sa parole, à l'occasion d'une manifestation comme celle-ci, engager en quelque sorte la parole de ceux qui lui succéderont, non pas pour limiter leur marge de manœuvre, mais simplement parce qu'il y a dans la permanence de l'État et la force des sujets qui engagent l'État dans sa permanence des questions qui dépassent les considérations politiques immédiates et qui renvoient non seulement à l'urgence, mais à l'essentiel, et qui appellent que les efforts soient déclinés dans des perspectives au long cours. Et donc moi je souhaite, et je n'ai pas de doute là-dessus, que ce que je viens de vous dire sur la nécessaire coopération qui doit exister entre nous soit bien la feuille de route des gouvernements qui seront amenés à diriger le pays dans les mois et les années qui viennent, quelle que soit d'ailleurs la sensibilité de ces gouvernements. Je voudrais, mesdames et messieurs, après vous avoir remercié encore pour m'avoir offert l'hospitalité de ces lieux, conclure par quelques mots qui feront écho au début de mon propos. Notre pays est confronté à un défi le plus lourd, le plus difficile, le plus important auquel il ait été confronté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui s'attaquent à nos valeurs, à nos principes de droit, s'en prennent à la France en raison de ce qu'elle est, je dirais presque ontologiquement, fondamentalement, totalement. Ils s'en prennent à la liberté telle que nous la vivons depuis maintenant plus de 2 siècles, ardemment, avec la volonté de faire en sorte que les valeurs dont on considère parfois qu'elles nous distinguent au plan international soient une source illimitée et incommensurable de liberté. Je pense notamment à la valeur de laïcité, la possibilité de croire ou de ne pas croire, et dès lors qu'on a fait le choix de sa propre croyance par l'exercice de son libre arbitre, d'être garanti par l'État que rien jamais qui ressemble à la violence ou à la force ne viendra empêcher l'exercice de cette liberté. Je pense à l'égalité homme-femme. Je pense à un art de vivre qui nous conduit à être heureux de nous retrouver dans la convivialité, parfois la légèreté française aussi, qui fait partie de notre art de vivre, dans des salles de spectacle, sur des terrasses de café, dans des lieux où l'on fête, où l'on commémore, où on se retrouve ensemble dans une fraternité qui, elle aussi, est très consubstantielle à la France. Ceux qui s'en prennent à nous veulent détruire tout ça. Parce que nous sommes tout cela à la fois. Et que nous ne sommes pas, en étant tout cela à la fois, seulement la France. Nous sommes aussi un pays dont le discours a séduit depuis des décennies et des décennies, et des siècles, des peuples dans le monde, en Europe et par-delà les frontières de l'Europe, qui ont fait leur le modèle dont nous nous réclamons. Et par conséquent, ne pas gagner cette guerre qui nous est déclarée, que nous n'avons pas souhaitée, c'est prendre le risque de voir la France ne plus être la France. Et en même temps, il y a un piège considérable dans cette guerre qui nous est livrée. C'est que certains d'entre nous qui exercent des responsabilités puissent considérer que pour que la France demeure la France, elle pourrait cesser d'être attachée à la République, à ses valeurs, à ses principes fondamentaux. Ce qui serait d'ailleurs une manière de commencer à consacrer le début de la victoire de ceux qui s'en prennent à nos valeurs en raison de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle, vraiment, je veux insister sur ce point avec beaucoup de sincérité et de force. Nous devons demeurer, comme le disait le général de Gaulle dans le discours de Bayeux et ensuite lorsqu'il présentait les institutions de la Ve République, dans l'unité et l'indivisibilité de nos institutions et à travers cela,
dans l'unité et de l'indivisibilité de ce que nous sommes. Il y a suffisamment de sujets en politique sur lesquels on peut se quereller pour que l'on s'interdise de se quereller sur ce qui relève de l'essentiel, c'est-à-dire de ce que nous sommes fondamentalement et qui ne peut pas être altéré ne serait-ce qu'un peu. Et pour faire bloc, il faut construire des partenariats. Il faut que le ministère de l'Intérieur reste le ministère de l'ordre, de la force, de la fermeté, mais aussi du droit, et qu'il soit capable de bâtir avec tous ses partenaires dont vous êtes des accords indestructibles qui donnent de la force à la nation et donnent de la confiance aux Français. Parce que, je conclus par cela, la résilience, c'est fondamental la résilience, lorsque l'on est confronté au choc auquel nous sommes confrontés, n'existe que si les Français ont confiance. Que si les Français préfèrent leur unité à leur division. Et que si les Français trouvent dans leur unité la force de gagner la guerre contre le terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que dans ces mois qui viennent, dont on m'a dit qu'ils seraient rythmés par un certain nombre d'échéances électorales, dont j'ai déjà pu constater qu'ils n'engendraient pas nécessairement l'élévation du discours et des esprits, nous puissions de temps en temps convoquer la sagesse. Parce que la sagesse est quand même, dans les circonstances que nous vivons, le plus grand des trésors pour faire en sorte que notre pays reste tel qu'en lui-même, c'est-à-dire une république une et indivisible, attachée à l'égalité, à la fraternité, à la solidarité, et portant haut et loin le discours que les peuples du monde ont aimé de la France au cours des derniers siècles. Merci à vous, bons travaux, et comptez sur la détermination du ministère de l'Intérieur pour faire au mieux.